Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Pour cette vidéo-ci, j'ai pensé faire un lexique des termes souvent utilisés en généalogie génétique. Parce que quand on fait des tests sur les sites d'ADN, il y a certains termes qui vont revenir plus souvent que d'autres. Et j'ai pensé que de synthétiser ça dans une vidéo pourrait permettre ensuite d'y faire référence pour les futures vidéos et pour bien comprendre les bases des terminologies souvent utilisées sur les sites. Donc, comme premier terme de lexique, je vais vous parler de arbre généalogique. Ça a l'air simple comme terme, mais en fait, il y a des petites nuances avec les prochains termes que je vais vous nommer. Donc, je commence par celui-ci. Un arbre généalogique, c'est évidemment un schéma qui identifie les ancêtres d'une personne, mais ça peut aussi être pour représenter les oncles, les fratries et les enfants. Donc, on peut faire seulement un arbre généalogique des ancêtres, mais plus généralement, comme on voit ici, il peut y avoir la fratrie, des oncles, des enfants d'un grand-oncle. On peut avoir comme les racines, si on veut, là, de la personne souche. Donc, un arbre généalogique peut contenir non seulement les ancêtres de la personne source ou la personne racine, mais aussi la fratrie et des oncles et des descendants aussi, les enfants de ses frères et sœurs, des choses comme ça. Ce qui fait la différence avec le deuxième mot dont je veux vous parler, qui est le pedigree. Le pedigree ressemble davantage à une vue comme ça. Donc, si on est sur le site Ancestry, par exemple, ils vont appeler ça la vue en pedigree chart. Et à la différence de l'arbre généalogique ou l'arbre de famille, le pedigree comporte uniquement les ancêtres de la personne. Donc, il n'y a pas de notion d'oncle, de grand-oncle ou de fratrie comme ça. C'est vraiment les ancêtres de la personne racine. Et pour la petite anecdote, le terme pedigree vient en fait du français. Ça vient du vieux français qui se disait P de grue, donc pied de grue, qui était en fait l'apparence que ça a ici avec le schéma. On dirait le pied ou la patte de la grue, l'animal, l'oiseau. Et c'est de là que vient pedigree, qui était autrefois pied de grue, que les Anglais ont appelé pedigree, et c'est devenu pedigree, mais ça vient d'un terme français à l'origine. Ensuite, tant qu'à avoir parlé de pedigree, je vais parler de pedigree collapse, qui est quelque chose qui survient lorsque le même ancêtre revient plus qu'une fois dans son pedigree. Donc, l'ancêtre n'est pas unique. On pourrait croire que les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en fait, ça double à chaque génération. Donc, 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Ça serait ce que la logique nous dit, mais si on remonte assez haut, tout le monde, en fait, finit par avoir un pedigree collapse, qui sont représentés ici par les lignes un peu horizontales. Donc, si j'en prends un ici, ça c'est l'arbre de Charles II d'Espagne. Si je prends par exemple Philippe III, qui est un de ses ancêtres, ben, on voit que Philippe III ici descend vers la personne souche ou la personne racine, donc Charles II d'Espagne. Donc, Philippe III d'Espagne descend par les deux chemins. Donc, il est à la fois un arrière-grand-parent maternel et aussi il est un grand-père paternel. Donc, c'est un exemple de pedigree collapse. Donc, au lieu de n'être présent qu'une seule fois, comme ça serait le cas si c'était 2, 4, 6, 8, 16, bien, le même ancêtre va revenir plus d'une fois. Ce qui me mène au prochain terme,
qui est la consanguinité. Donc, pour avoir de la consanguinité, en fait, c'est causé par le pedigree collapse. En français, on appelle ça un ancêtre implexe, lorsqu'il revient plus d'une fois. Je vais vous montrer un exemple où la consanguinité, des fois, ne s'appliquerait pas. En fait, du moins jusqu'à la personne souche de l'arbre. Si je prends par exemple celui-ci, on voit que Charles V a causé de la consanguinité en fait à cette personne-là, qui est Philippe III d'Espagne. Pour qu'il y ait de la consanguinité, il faut que un ancêtre rejoigne un descendant par les deux parents en fait. Donc on voit que Charles V descend du côté du père jusqu'à Philippe III et aussi du côté de la mère jusqu'à Philippe III. Donc Philippe III était consanguin et ce qui a causé ça notamment c'était Charles V. Par contre, l'individu souche qui est Charles II, lui en a de la consanguinité mais pas causée par Charles V. Parce que, en fait, Charles descend vers Philippe III et c'est plutôt Philippe III qui descend vers Charles II. Donc, une petite nuance là, sur la consanguinité. Là, pour qu'il y ait consanguinité dans un individu, il faut que ça descende de ses deux côtés, de ses deux parents. Donc, Charles V a causé la consanguinité à Philippe III, mais pas à Charles II d'Espagne, parce qu'on voit que si on sélectionne Charles V, il descend d'abord par Philippe III et par aucun autre chemin vers Charles II que par Philippe III. Mais on peut voir que Charles II était justement avait de la consanguinité à cause de Philippe III notamment, et probablement d'autres ancêtres aussi. Ensuite, le prochain terme dont je voulais vous parler, c'est le terme endogamie. Quand on parle de pedigree, on peut parler de pedigree collapse parce que ça a un rapport avec un individu. Mais on va parler plutôt d'endogamie pour une population. Donc, on dit que la population est endogame lorsque ce genre d'exemple-là, qui touche un individu dans un pedigree, quand le phénomène touche plusieurs individus dans une population, à ce moment-là, on va plutôt parler d'endogamie, d'une population endogame. Donc, nécessairement, s'il y a de l'endogamie, ce qui veut dire que la population décide d'avoir les partenaires à l'intérieur d'un même petit groupe. Ça peut être pour des raisons religieuses, ça peut être par manque d'individus. Donc, par exemple, au Québec, au début là, de la fondation du pays et de la province, il y avait juste pas assez de gens. Ça fait la même chose pour des populations insulaires comme Hawaï ou l'île de Pâques. Donc, nécessairement, il y a de l'endogamie qui se crée. Et à ce moment-là, le pedigree d'à peu près chacun des individus va avoir un pedigree collapse parce que ça provient de populations endogames. Ensuite, mon prochain terme sera match, qui est le terme anglais de correspondance. Qu'est-ce que c'est qu'un match? Bien, en fait, un match, c'est quelqu'un qui a fait un test d'ADN et qui partage les mêmes segments d'ADN. Donc, un match pour soi, si on a aussi testé, et quelqu'un qui partage quelque part sur un de ses chromosomes, exactement sur le même numéro de chromosome et au même endroit, une portion qu'on appelle un segment d'ADN qui provient d'un individu commun. Donc, si je faisais un exemple ici, admettons que la personne ici avait fait un test et que la personne ici avait fait un test. Normalement, les deux partageraient probablement un ou des segments sur un ou des chromosomes de la part de l'ancêtre commun. Dans ce cas-là, on remonterait ici, il y aurait le couple ici, qui est le couple commun le plus récent pour ces deux individus-là. Donc, probablement que l'individu ici, s'il avait testé, fait un test d'ADN, et celle ici aussi,
il partagerait des segments d'ADN de cet en couple-là qui est le plus proche ancêtre commun. Il n'y a rien qui empêche aussi qu'il pourrait partager des segments plus hauts par d'autres chemins. Mais souvent, en généalogie, on va d'abord, évidemment, commencer en généalogie génétique de trouver quel est le plus récent ancêtre commun. En anglais, on l'appelle le MRCA, le Most Recent Common Ancestor. Donc, c'est la définition d'un match ou d'une correspondance. C'est quelqu'un qui a testé son ADN et quand les deux personnes qui ont chacun fait un test d'ADN vérifient leur test, ben, il y a des segments plus ou moins longs sur un ou plusieurs chromosomes qui les associent en fait. Et tant qu'à avoir parlé de match et de correspondance, en fait, je vais parler de mon prochain terme qui est un segment d'ADN. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ce qui est l'ADN et notamment les segments. Alors, vous pourrez aller voir cette vidéo-là qui détaille l'anatomie de l'ADN ainsi que les segments qui sont créés notamment par la recombinaison lors de la création des cellules qui donnent la vie, donc les gamètes. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Comme dernier terme, je vais vous parler de centimorgane, qui est en fait une unité de mesure de distance génétique. Centimorgane aussi, dans une autre vidéo, j'en ai parlé, donc vous pourrez aller voir celle-ci également. Juste un petit rappel, en fait, c'est que c'est une unité qui correspond à 1% de chance de recombinaison. Ce que c'est, grosso modo, la recombinaison, c'est lorsque on arrive à la génération suivante, donc que les cellules de la prochaine génération sont créées. En fait, si on a par exemple un segment de 50 centimorganes, ça équivaut à 50% de chance qu'à la prochaine génération, ce segment-là soit recombiné. Donc, qu'il n'arrive pas à sa pleine longueur, qu'il soit coupé, autrement dit. C'est ce à quoi correspond un centimorgane. Donc, ça fait un peu le tour des termes que je voulais vous parler comme lexique de généalogie génétique, la base des termes. Et vous pourrez aller voir les vidéos dont je vous ai parlé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.